La weed rend-elle secrètement les athlètes meilleurs, d'une manière que le sport refuse d'admettre? Considérée comme améliorant la performance et la récupération, les autorités la voient comme une menace pour tout ce que la compétition représente. Les athlètes sont toujours sanctionnés pour une substance que beaucoup de scientifiques jugent une alternative plus sûre aux opioïdes prescrits depuis des décennies. Le débat dure depuis des années, mais a récemment explosé après un incident choquant qui l'a remis en lumière. Maintenant, cela oblige à examiner de plus près ce qui se passe réellement derrière les interdictions et la science autour du cannabis dans le sport de haut niveau. En 2021, Sha'Carri Richardson dominait la piste. Elle a survolé le 100 mètres lors des sélections américaines pour les JO de Tokyo. C'était un rêve devenu réalité pour toute athlète d'élite de 21 ans, jusqu'à ce qu'elle soit testée positive au cannabis et reçoive une suspension d'1 mois, bouleversant sa vie du sport. Cela a coûté à Sha'Carri 10 millions de dollars de revenus et sa chance de décrocher la médaille d'or olympique. Il existe de nombreuses raisons physiques pour lesquelles un athlète pourrait fumer ou consommer un produit au cannabis, mais l'utilisation du cannabis par Sha'Carri était entièrement pour des raisons émotionnelles. Élevée par sa grand-mère, elle avait une relation compliquée avec sa mère biologique, décédée une semaine avant les sélections. Sha'Carri racontera qu'un journaliste l'a prise au dépourvu en interview, la plongeant dans une spirale émotionnelle. L'herbe l'aidait à gérer ses émotions. Après avoir reconnu les faits et accepté les conséquences, elle a déclaré « Je m'excuse ». Aussi déçu que je sois, je sais que lorsque je monte sur la piste, je ne représente pas seulement moi-même, je représente une communauté qui m'a montré un grand soutien, beaucoup d'amour. Je ne savais pas comment contrôler ou gérer mes émotions à ce moment-là. Sha'Carri est simplement l'une des dernières personnes à avoir vu sa carrière sportive prometteuse dérailler parce qu'elle a touché au cannabis. Ross Rebagliati a été le tout premier médaillé d'or en snowboard aux Jeux Olympiques de Nagano en 1998 au Japon. 3 jours plus tard, il a perdu sa médaille après la détection de cannabis dans son urine et a même été brièvement emprisonné au Japon. Heureusement, il a été libéré et a récupéré sa médaille, car le Comité international olympique n'interdisait pas encore le cannabis. Le cannabis a été ajouté à la liste des substances interdites en 2004, lorsque l'Agence mondiale antidopage, ou AMA, a pris la responsabilité d'établir la liste internationale des substances prohibées. Les médias ont appelé cela la règle de Ross Rebagliati. Le Code mondial de l'AMA donne le ton en matière de règles sur les substances dans le sport, et à la fois l'USADA et le Comité olympique et paralympique des États-Unis en sont signataires. L'utilisation de substances viole ce que l'AMA aime appeler l'esprit du sport, le pilier central de toute leur politique antidopage. Mais qu'est-ce exactement que l'esprit du sport? Selon l'AMA, il s'agit de la célébration de l'esprit humain, du corps et du mental, et cela se reflète dans l'éthique, le fair-play et l'honnêteté, la santé et le respect des règles et des lois. Pour conserver cet esprit, le cannabis figure aux côtés de produits dopants extrêmes comme les stéroïdes anabolisants et les hormones de croissance peptidiques. Mais est-ce justifié? Probablement pas, selon les propres recherches de l'AMA. Dans une étude choc de 2018 sur les substances figurant dans la liste d'interdiction de l'AMA, des chercheurs ont en fait découvert que les preuves soutenant l'idée que les cannabinoïdes sont dopants sont incroyablement faibles, surtout comparées à d'autres formes de dopage présentes sur la liste. En fait, l'étude va jusqu'à dire, je cite, « Très peu de données scientifiques sont disponibles sur les effets des cannabinoïdes sur la performance sportive elle-même. Cela montre qu'il n'existe aucune preuve d'un effet d'amélioration des performances liées aux cannabinoïdes. D'après les recherches, il se pourrait bien que le cannabis ait un effet sur les performances encore moins concluant qu'une grande canette de boisson énergisante Monster bue avant une course. Cela signifie-t-il que les règles appliquées à l'échelle mondiale par l'un des organismes de régulation sportive les plus puissants du monde reposent davantage sur des impressions que sur des preuves concrètes en ce qui concerne le cannabis? Il n'a pas fallu longtemps pour que ce simple élément de données commence à mettre en évidence les failles dans la logique de l'AMA ici. Donc, si la base ici n'est pas réellement une science moderne de pointe sur le dopage, d'où vient la notion d'esprit sportif selon l'AMA? Les athlètes de la Grèce antique utilisaient des substances qui enverraient probablement nos coureurs et haltérophiles modernes à l'hôpital. Même le terme dopage viendrait du mot néerlandais doup, une sorte de jus d'opium gluant, dont les anciens Grecs ne pouvaient pas se passer. Bien que les organisations idéalisent des époques où l'esprit sportif régnait, les Jeux olympiques et concours similaires ont toujours été commerciaux, y compris dans l'Antiquité. À l'époque, d'énormes prix en argent étaient à gagner. Personne ne laissait rien au hasard, et une multitude de substances issues à la fois de plantes et d'animaux étaient utilisées. Galien, médecin grec ancien, a noté que les athlètes utilisaient divers stimulants et drogues pour rester en forme. Le vainqueur du sprint en 668 avant Jésus-Christ suivait un régime à base de figues sèches pour garder son énergie au maximum. Les athlètes prenaient aussi souvent un composé à base de champignons appelé ambroisie pour garder leur avantage sportif. Certains ne mangeaient que de la viande pendant des jours, voire recouraient à des potions de vin et à des cures d'animaux.
Il faut noter que les anciens Grecs pouvaient être encore plus étranges et sournois pour prendre l'avantage sur leurs concurrents. Les archéologues ont découvert que des athlètes et leurs partisans lançaient des malédictions sur leurs rivaux pour les faire perdre. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués. Ils ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Des tablettes de malédiction en plomb ont été trouvées sur des sites sportifs. Mais il n'y avait pas que les anciens Grecs. Dans la Chine ancienne, il y a 5000 ans, les médecins ont recommandé un médicament appelé Ma Huang, extrait de la plante d'Ephedra, pour améliorer les performances. Les anciens Égyptiens, grande civilisation historique, utilisaient une teinture censée avantager leurs athlètes. Les gladiateurs romains, comme les chevaliers européens du Moyen-Âge, se dopaient aussi, avec les moyens naturels à leur disposition, utilisant des stimulants pour continuer à se battre plus longtemps. On disait que les berserkers vikings prenaient un cocktail hallucinogène, les aidant à entrer en berserker gang, une transe violente où ils pouvaient tuer amis comme ennemis. Et tout cela a continué jusqu'au 19e siècle, lorsque les noms des drogues sont devenus beaucoup plus reconnaissables. Pour gagner un avantage dans le monde compétitif du cyclisme de longue distance, les coureurs prenaient de l'héroïne, de la cocaïne, de la strychnine et des morceaux de sucre imbibés d'éther. Un cocktail qui pouvait littéralement vous tuer si vous vous trompiez ne serait-ce que légèrement dans les doses. Mais rien de cela n'était une infraction aux règles. Comparaient pour gérer ses émotions à des personnes prenant de la strychnine pour un avantage compétitif paraît risible. Donc, si l'esprit du sport selon l'AMA n'est pas l'écho d'un passé parfait où tout le monde faisait du sport uniquement par amour du jeu, alors quand la situation a-t-elle commencé à changer? Comment l'herbe, maintenant légale dans plusieurs États américains, est-elle devenue un tel épouvantail? Si vous demandiez à la plupart des gens qui a lancé la désastreuse guerre contre la drogue en Amérique, ils vous diraient probablement que c'était le président Richard Nixon. Même si Nixon a mis le plan à exécution, il n'en a pas tracé les grandes lignes. Le triste honneur revient à Harry G. Anslinger, le tout premier tsar de la drogue et le plus grand ennemi du cannabis de l'histoire américaine. Anslinger a été le premier commissaire du Bureau fédéral des stupéfiants des États-Unis, et il a occupé ce poste pendant 32 ans. Il a servi sous plusieurs présidents, de Herbert Hoover à John F. Kennedy. L'un de ses postes les plus marquants fut l'exercice de son autorité dans la section de Berlin, contrôlée par les Américains, après la Seconde Guerre mondiale. Après la chute du régime nazi, les stupéfiants circulaient abondamment. Selon le journaliste Norman Ohler, dans son livre Tripped, l'Allemagne nazie, la CIA et l'aube de l'ère psychédélique, l'Amérique n'arrivait pas à gérer le problème de drogue incontrôlable de Berlin-Ouest. Anslinger a alors recruté d'anciens agents de la Gestapo, ayant surveillé le trafic de drogue sous Hitler, et repris une grande part de la politique anti-drogue nazie. Anslinger était un adepte de la politique anti-drogue nazie, qui utilisait souvent des peines extrêmement sévères pour les infractions liées à la drogue comme prétexte pour emprisonner des minorités, y compris les personnes juives. Même si le cannabis est devenu sa cible principale durant ses 32 ans de lutte contre la drogue, il n'a pas toujours été aussi motivé. Avant de diriger le Bureau fédéral des stupéfiants, il affirmait que l'idée que le cannabis rend les gens dangereux et violents était, je cite, une absurdité. Mais comme pour tout dans la vie, si vous voulez connaître les réponses, il suffit de suivre l'argent. Lorsque Anslinger a pris les commandes en 1930, la prohibition touchait à sa fin. Elle serait officiellement abrogée en 1933,
Et ex aequo, au rang d'ennemi public numéro 1, se trouvaient la cocaïne et l'héroïne. Aucune des deux ne posant un problème suffisant pour justifier le budget qu'Hanstinger voulait, il a donc fait pression pour élargir les objectifs, criminaliser plus de drogue, augmenter le travail de ses agents et obtenir un budget plus élevé du Congrès. Cette initiative a conduit au Marijuana Tax Act de 1937, accompagné de beaucoup d'alarmisme, prétendant que fumer quelques joints ferait de vous un tueur en série dérangé. Hanstinger déclara dans une allocution radio tristement célèbre que la jeunesse américaine devenait, je cite, « esclave de ce narcotique, restant prisonnière de cette dépendance jusqu'à se détériorer mentalement, devenir fou, se tourner vers le crime violent et le meurtre ». Le symbole de la frénésie anti-cannabis d'Hanstinger était un jeune homme extrêmement perturbé, nommé Victor Licata. Il fut surnommé « tueur des rêves » après avoir tué toute sa famille à la hache en 1933. À cause du sensationnalisme des journaux à scandale, l'idée s'est vite répandue que Licata, devenu accro à la marijuana, aurait sombré dans une folie violente liée à la marijuana, qui l'aurait conduit à sa tuerie. En réalité, c'était un homme très malade, avec des antécédents familiaux de troubles mentaux. Mais Hanstinger n'a jamais laissé la vérité freiner sa propagande efficace. Une panique morale déclenchée par un crime aussi horrible pourrait vous rappeler l'incident du cannibale de Miami en 2012. À ce moment, Rudy Eugene a perdu le contrôle et attaqué Ronald Popo, un sans-abri âgé, avant d'être abattu par la police arrivée sur place. À l'époque, les médias ont largement rapporté que l'attaque était due à la consommation de drogue de synthèse, appelée sel de bain par Eugene. Cela a déclenché de nouvelles rumeurs sur cette drogue. En fait, seule une faible trace de marijuana a été trouvée dans le corps d'Eugene. Mais contrairement à Harry Hanstinger, nous ne pensons pas que cela soit lié à l'attaque. Hanstinger a consulté 30 scientifiques pour savoir si la marijuana était dangereuse. 29 ont dit non. Donc naturellement, Hanstinger a continué avec celui qui partageait déjà ses objectifs. Hanstinger haïssait aussi l'herbe, car il pensait qu'elle était surtout consommée par les Noirs et les Latinos. Il croyait que les Noirs faisaient de la musique jazz, qu'Hanstinger décrivait comme satanique, sous l'influence de la drogue. Il croyait aussi que l'herbe favorisait le mélange interracial, ce qui était un autre tabou absolu pour lui. Même la popularisation du mot marijuana vient en fait du racisme d'Hanstinger. Avant l'année 1900, les gens l'appelaient principalement cannabis aux États-Unis. Hanstinger pensait qu'utiliser le terme d'origine hispanique le rendrait plus étranger et inquiétant pour la classe moyenne blanche de l'époque. Lors d'un de ses nombreux témoignages devant le Congrès pour défendre ses politiques, il a déclaré « J'aimerais pouvoir vous montrer ce qu'une simple cigarette de marijuana peut faire à l'un de nos résidents dégénérés hispanophones. » Puis est venu Nixon, qui a lancé la guerre contre la drogue en 1971. Il a classé l'herbe comme substance classée à l'annexe 1, tout en admettant en privé qu'elle n'était pas très dangereuse. Ces sanctions sévères pour la possession et la vente de cannabis avaient aussi un but politique. Les condamnés ne pouvaient pas voter. Nixon espérait utiliser ces lois comme un moyen de persécuter les membres du mouvement hippie contre-culturel et les Noirs, qui étaient généralement anti-Nixon. Rappelez-vous, l'une des clauses de la liste de l'esprit sportif de l'AMA est le respect des règles et des lois. Il n'est donc pas surprenant que la position du gouvernement américain sur le cannabis ait aussi dicté la manière dont les instances sportives mondiales et les agences antidopage le considèrent. C'est plus une question d'image que d'éthique, et des personnes comme Sha'Carri Richardson en pâtissent. Mais le cannabis apporte-t-il vraiment quelque chose aux athlètes ? Quiconque présente un seul composé comme une drogue miracle a souvent quelque chose à vendre. En réalité, chaque substance a ses avantages et inconvénients, y compris le cannabis. Dans le sport, il se situe dans une zone grise, avec des avantages, mais aussi des inconvénients. L'un des plus grands avantages que les athlètes vantent, et que les preuves scientifiques soutiennent largement, c'est l'utilisation du cannabis comme antidouleur. Une étude indique que 54,5% des athlètes universitaires consommant du cannabis pour le sport le font principalement pour faciliter la récupération après des matchs ou entraînements intensifs. L'ancienne triathlète olympique et championne du monde Ironman 70,3 en 2008, Johanna Zeiger, a consacré sa carrière après le sport à la recherche sur le cannabis médical. Elle s'est surtout intéressée à l'usage du cannabis pour soulager la douleur. Johanna Zeiger est concernée, car l'accident qui a mis fin à sa carrière lui a causé des douleurs chroniques nécessitant une gestion intensive, et elle voulait savoir si le cannabis pouvait tout résoudre. Des recherches, dont celle de Johanna Zeiger, indiquent que le cannabis ne supprime pas totalement la douleur, mais la rend plus supportable et plus facile à gérer. Dans sa propre étude sur les athlètes qui consomment du cannabis, Johanna Zeiger a obtenu des résultats étonnamment similaires. 61% des personnes interrogées déclarant utiliser cette substance pour soulager la douleur. 68% de ces 61% ont déclaré que cela fonctionnait. Et avec les effets secondaires relativement minimes du cannabis, ce sont des chiffres extrêmement encourageants. L'autre avantage principal du cannabis pour les athlètes est psychologique.
Demandez à n'importe quel athlète d'élite et il vous dira qu'une bonne moitié, que ce soit face aux autres ou aux limites de votre propre corps, se joue dans la tête. Selon une étude publiée dans le Journal of Sport Medicine, la conclusion principale est que le cannabis consommé avant l'exercice semble améliorer l'humeur et le plaisir pendant l'exercice. Le cannabis ne supprimera pas votre douleur, ni ne fera de vous un meilleur coureur, mais il peut vous aider à mieux profiter de la course. Les effets varient selon la dose et l'intensité, mais pour beaucoup, l'action anxiolytique peut réduire la sensation d'effort. Cela peut rendre une endurance plus supportable, même si les exigences physiques restent identiques. Mais pour vos performances sportives, le titre du New York Times le résume bien. La science ne confirme pas que la marijuana améliore les performances sportives. Son impact à court terme sur l'effort maximal et la coordination, ainsi que les risques pulmonaires à long terme s'il est fumé, montrent que l'herbe n'est pas comparable aux stimulants ou stéroïdes. Alors, où cela nous mène-t-il ? Que cela plaise ou non aux instances dirigeantes du sport, de plus en plus de sportifs de haut niveau consomment de l'herbe, affirmant que cela améliore leur jeu. Matt Barnes, qui a remporté le championnat NBA avec les Golden State Warriors en 2017 et a passé 14 saisons à jouer au basketball professionnel, a déclaré « Tous mes meilleurs matchs, j'avais consommé du cannabis. Ce n'était pas à chaque match, mais en 15 ans c'était souvent. » L'ancien joueur de ligne défensive Sean Smith, qui a joué 9 saisons en NFL, a déclaré « Je fumais 2 blunts avant chaque match. » Martellus Bennett, retraité de la NFL après 10 saisons, a dit « Parfois, ton corps fait si mal que tu ne veux pas toujours prendre des cachets. » Ça attaque ton foie, tes reins et d'autres organes. C'est fabriqué par l'homme, alors que Dieu a créé l'herbe. Si l'herbe t'aide à moins souffrir et te garde calme quand le stress peut te ronger, est-ce que ça perturbe vraiment les performances de qui que ce soit ? Et si c'est une forme d'amélioration des performances, combien de temps avant qu'on dise que les shakes de créatine, la cryothérapie et les massages sont aussi des améliorations de performance ? À un moment donné, est-ce que ce ne serait pas un peu mieux si des organisations comme l'AMA se détendaient ? Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment quand on prend du cannabis ? Voyez ce que devient votre corps quand vous fumez de l'herbe, ou regardez ceci pour en savoir plus.